Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous avons beaucoup de chance puisque nous sommes sous un ciel clément, il fait très beau. Nous sommes ici à Vichy et on est très heureux de vous recevoir pour cette 42e étape des Clés de la Ville. Vous le savez, les Clés de la Ville, c'est une émission qui a été construite avec nos partenaires du Figaro et grâce à nos partenaires qui ont bâti cette émission. Notre idée, elle est simple, c'est d'aller de ville en ville, de vous faire connaître ces talents, cette histoire, cette tradition, mais aussi la modernité dans laquelle s'inscrivent aujourd'hui les énergie extraordinaire que nous trouvons chez les élus locaux, puisque nous aimons les maires de France, et c'est la raison pour laquelle, avec Olivier Marin, on a décidé de leur donner très largement la parole, et donc nous allons de ville en ville, mais pas uniquement dans les grandes villes, dans les villes moyennes, dans les petites villes, pour aller à la découverte des territoires qui ont beaucoup de talent, et toujours, bien évidemment, comme c'est l'usage dans notre 42e étape des Clés de la Ville, je laisse la parole à mon ami Olivier Marin. Merci beaucoup Sylvain, merci à tous. Effectivement, 42e ville et donc, eh bien comme toujours, donc on se plonge au cœur des territoires pour mieux comprendre à la fois les attentes, les besoins, de décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir avec toujours ce même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers l'émission, bien, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette 5e étape de cette saison 5, après Nantes, après Poitiers, après Saint-Dizier et après Besançon, eh bien, nous sommes à Vichy. Très heureux, reçu par notre grand témoin que nous sommes heureux d'avoir à nos côtés. C'est Frédéric Aguilera. Bonjour. Bonjour. Maire de Vichy, président de Vichy Communauté, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous aborderons avec vous, bien sûr, l'habitat, les petits et les grands projets urbains à Vichy. Au programme, on va retrouver nos partenaires. Donc, comme chaque mois, le Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Frédéric Rouvet, qui est notaire à Cusset, c'est juste à côté de Vichy, président de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Et avec lui, donc, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes ici même. Et il va délivrer, bien sûr, aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons Damien Clerc, qui est directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes chez Édouard Denis, filiale de Nexity. L'occasion d'évoquer l'activité du marché du neuf, des opérations en cours et à venir dans un contexte particulièrement compliqué, mais ce sera l'occasion de voir qu'il existe des solutions pour mener à bien des projets immobiliers dans le neuf. Et puis, la séquence bien mieux, on va retrouver notre partenaire Elio avec Laurence Mahoudeau, responsable des marchés publics pour aborder la rénovation énergétique. Grand sujet, elle viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs, il y en a beaucoup. Ceux qui sont en cours, ceux qui sont en mode pause, ceux qui ne verront peut-être jamais le jour ou d'autres à venir. On fera le point avec elle de façon très concrète et on verra notamment l'état du parc de logement à Vichy côté rénovation énergétique. Voilà donc pour ce beau programme de cette émission. Sylvain. Merci Olivier, toujours aussi lyrique Olivier, bravo. On vous a préparé un reportage, les amis. On va vous inviter à découvrir la ville de Vichy. Quelques images. C'est un reportage qui dure 5 minutes. Je suis très heureux que vous nous receviez, Frédéric Aguilera, maire de Vichy. Et un grand merci à vos équipes qui ont été d'une très grande générosité. Et ça a toujours été le cas dans toutes les villes de France. Et on a vraiment beaucoup de chance. Et c'est ceux qu'on ne voit pas, vous savez, qui fabriquent cette émission. On voudrait leur rendre hommage, bien évidemment. Je vous propose, les amis, que nous regardons sans plus attendre le reportage qui a été tourné par notre ami Grégoire. Bonjour à tous et bienvenue à Vichy pour la 42e étape des Clés de la Ville. Je suis ravi de vous accueillir dans cette station thermale historique française, une ville qu'on a pris plaisir à découvrir et moi je vous propose d'aller la visiter ensemble à travers ce reportage.
Bienvenue donc en Auvergne, bienvenue dans la reine des villes d'eau, Vichy. Une ville bien connue à travers l'histoire de France, une ville reconnue dès l'Antiquité pour ses sources thermales. Une ville dont le nom viendrait probablement du nom latin Vicus Calidus qui signifie établissement chaud. C'est en tout cas l'une des théories avancées. Madame Gelin, merci beaucoup de nous accueillir ici dans cet opéra à Vichy, cette magnifique salle. Vous êtes responsable des fonds patrimoniaux de la ville de Vichy. Et avec vous, justement, on voudrait s'interroger sur le passé de la ville, d'où elle est partie, quelles ont été ses influences pour arriver jusqu'à sa forme contemporaine d'aujourd'hui. C'est une histoire très ancienne puisque les premiers témoignages attestent déjà d'une exploitation thermale, en particulier du temps des Gallo-Romains. Et il faut attendre en gros le début du 19e pour vraiment avoir un établissement thermal au sens moderne où on l'entend. C'est surtout après, avec Napoléon III, que la ville va connaître un essor important avec la construction d'une gare, la construction d'un nouvel établissement thermal, la construction d'un premier théâtre, tout un tas de plans, d'équipements qui étaient déjà prévus avant même la venue de l'empereur en 1861 vont pouvoir se réaliser grâce à cette volonté impériale et surtout qui va se poursuivre au-delà. L'apogée, c'est plutôt la période 1900-1930. Venir à Vichy, c'est faire le pari de la douceur de vivre. Ville à taille humaine, Vichy est, de l'avis général, une ville calme où il fait bon vivre. Napoléon III permet le financement de ses travaux, permet un gros coup de publicité pour la ville qui va bien sûr déclencher après la venue de beaucoup de personnalités, à la fois françaises et étrangères. Il y a une grosse clientèle étrangère qui vient aussi. Il y a eu aussi une assimilation entre la population locale, la collaboration. On a beaucoup, il y a eu pas mal de confusion à celui-là. Et puis dans les murs, dans le bâti, il y a eu des gros dégâts puisque c'était une ville qui était faite pour être occupée que l'été, qui là tout d'un coup est occupée pendant les saisons d'hiver et avec des hivers particulièrement rudes pendant ces années-là, où du coup on installe des chauffages de fortune qui vont énormément dégrader certains hôtels notamment. Renommé principalement pour ses cures thermales, avec des eaux célèbres dans le monde entier comme Vichy-Célestin ou Saint-Yor, mais aussi par ses pastilles confectionnées à partir des sels minéraux contenus dans les sources. Vichy fait également preuve d'une belle activité économique. C'est vrai qu'il y a ne serait-ce que 40 ans, quand on venait à Vichy l'hiver, tous les rideaux de magasins étaient fermés. Maintenant, c'est une ville qui vit 365 jours sur 365. Depuis le 24 juillet 2021, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 10 autres stations thermales d'Europe au titre de grande ville d'eau d'Europe. Une reconnaissance pour le riche passé de la deuxième commune du département de l'Allier en nombre d'habitants. On a la chance d'avoir une ville qui est extrêmement verte, avec notre l'évolution de la société actuelle qui cherche de plus en plus les modes doux de déplacement, d'avoir moins d'impact. On est vraiment au cœur de ces préoccupations. C'est une ville où on peut se promener à pied et à vélo très très facilement et dans un cadre vraiment, vraiment idyllique, quoi. Parce que Vichy, c'est une marque. C'est une ville à la culture et au patrimoine important. Elle compte 51 monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques, et son patrimoine architectural, principalement du 19e siècle, est emblématique de la ville. Et bien voilà les amis, j'étais ravi de vous emmener à Vichy pour cette 42e étape des Clés de la Ville, une étape historique très importante, la ville thermale par excellence en France. Maintenant qu'on a vu d'où elle partait et jusqu'où elle était arrivée aujourd'hui dans sa forme contemporaine, eh bien Sylvain, Olivier, c'est à vous et je vous laisse en plateau. Bonjour Grégoire. Bonjour Sylvain.
Bonjour Monsieur le maire. Très joli reportage. Merci. On a beaucoup aimé faire ce reportage avec Alexandre. Alexandre Burkhardt, qui est notre directeur artistique et caméraman pour ce reportage, qui m'accompagne toujours pour poser un cadre pour ces visites de ville qu'on apprécie. Et comme vous l'avez dit, Sylvain, on a été extrêmement bien reçus dans la ville de Vichy. Donc merci beaucoup, monsieur le maire, pour ça. Frédéric Aguilera, qu'est-ce que vous avez pensé de ces images qui ont été tournées? Non, je pense qu'effectivement, au-delà des images, je n'ai pas beaucoup découvert véritablement la ville pour autant. Ce qui est important, effectivement, et si je retiens quelques mots-clés qui me semblent importants, c'est effectivement la notion de douceur de vivre, la notion de ville-parc. Et une ville aussi extrêmement dense, c'est une particularité pour une ville moyenne comme Vichy, et on est sur la thématique aussi de l'immobilier, c'est qu'on ait une densité avec des bâtiments particulièrement élevés pour une ville moyenne, ce qui donne le sentiment des fois d'être dans un quartier parisien ou quartier de grande ville, alors qu'on est dans une petite ville. Et cette densité a cet avantage-là, c'est que, c'est peut-être un point fort de la ville, plus de 40% des habitants de Vichy, intramuros, se déplacent qu'à pied. C'est 20% en moyenne au niveau national, et quand vous additionnez à cela les autres modes doux, c'est plus de 50%. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, parce que c'est le principe des villes thermales. C'est qu'on a un urbanisme de villes thermales. Un urbanisme classique, c'est quoi? Si je schématise, c'était ou le château fort ou l'église et la mairie au centre du village, et puis on construisait, ou alors il y avait les remparts, etc. Ici, en fait, dans les villes thermales, et c'est un peu ce qui a été retenu dans les plans d'urbanisme et reconnu à l'échelle européenne par l'UNESCO, c'est qu'on a inversé un peu le système. C'est-à-dire que d'abord, on est parti des sources. S'il y avait des sources, il fallait des thermes. Si on voulait faire venir des gens pour les eaux, il fallait des hôtels, donc il fallait construire à proximité. Si on voulait retenir les gens et les touristes pendant qu'ils faisaient les cures, il fallait aussi des activités culturelles. Donc à proximité, on mettait un théâtre, un opéra, et tout ça, on devait le faire à pied parce qu'on était touristes et il n'y avait pas les mêmes moyens de... On mettait des hippodromes, etc., des golfs, tout à proximité. Et puis, les parcs avaient c'était une dimension importante, puisque dans la thérapie et au niveau des cures, il fallait aussi pouvoir se promener en journée pour pouvoir digérer l'eau, reprendre des forces, etc. Et ça, c'était vraiment un point fondamental. Et puis, il y a une notion que l'on ne retrouve pas obligatoirement dans les autres villes et qui est travaillée dans les villes thermales, c'est ce qu'on appelle les paysages thérapeutiques. Et ça, vous l'avez peut-être ressenti dans la notion d'apaisement, même quand vous êtes autour du plan d'eau, c'est-à-dire que tout est construit justement pour apaiser et pour donner un sentiment d'apaisement. Mais ça fait partie du soin. Et ça, on le retrouve, et c'est des spécificités des villes thermales. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ces villes, maintenant, elles ont une dimension surtout de villes modernes, habitées au quotidien et tout au long de l'année, évidemment, pour les Vichysois, c'est quelque chose que l'on cultive, cette notion d'apaisement, de qualité de vie, et c'est quelque chose dans nos projets d'urbanisme et dans nos travaux aussi que l'on essaie de mettre en avant. C'est ce qu'on le recherche essentiellement lorsqu'on vient vivre à Vichy. On cherche cette quiétude, cette tranquillité finalement, mais toujours à proximité des grands axes urbains et qui permettent d'avoir tous les services, toutes les aménités mais sur la commune. Par contre, j'insiste, quiétude, c'est pas une notion où on dit on va s'embêter. Pour autant, il y a une dynamique. On a un opéra de qualité de vie peut-être. Exactement. Il y a plus de 60 dates programmées à l'opéra. Il y a un hippodrome qui fait partie des 3 grands hippodromes français. On a des activités extrêmement importante sur le plan culturel et sportif, donc il y a une dynamique, mais dans un cadre effectivement particulièrement apaisé. Merci pour cette approche. On va peut-être commencer directement notre entretien. Je vais vous poser une première question. Merci Grégoire, on se retrouve tout à l'heure. Régulièrement, vous êtes cité dans les villes d'Auvergne où il fait bon vivre, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Qualité de vie, avec les proximités, des aménités de grande qualité. C'est une ville historique, importante, avec un passé qui n'est pas facile non plus à gérer, puisqu'avec le temps, alors bien évidemment les choses s'apaisent et les générations se suivent, mais c'est important de reconnaître aussi le parcours. Parfois, Vichy a transporté cette image, donc quelque part elle a été victime dans une certaine mesure, parce que je rappelle qu'à l'époque, lorsque le régime d'exception, qu'on a appelé le régime de Vichy, il devait être basé à Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y avait le choix entre Bordeaux et Vichy, et finalement les infrastructures hôtelières de Vichy ont permis l'établissement du gouvernement du maréchal Pétain à l'époque. Vous avez mené un projet qui s'appelle Agir 2025.
2035, qui est menée par Vichy Communauté, dont vous êtes aussi président. Et c'est une feuille de route, finalement, que vous avez bâtie dans cet horizon avec industrie, formation et emploi, dynamisation des centres-bourgs de ville, habitat, tourisme, sport, culture, santé. Une véritable ambition. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, on a voulu effectivement à l'échelle de l'agglomération, et ça a été décliné sur un projet aussi Agir 2035 à l'échelle de la ville, avoir déjà un cap. Moi je pense que pourquoi 2035, c'est qu'on a élaboré ce programme en 2020, donc en gros sur une quinzaine d'années, ça serait... Personnellement, j'aurais même aimé mettre 2050, mais le problème, c'est qu'en France, on n'aime pas trop se projeter trop loin. On serait en Suisse, on pourrait le faire. En France, on s'arrête là, parce que si on dit au-delà de 15 ans, on n'est pas crédible. 35, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est pas mal. Déjà, et en tout cas, c'est de dire, il y a un cap, et c'est important, parce que c'est peut-être des fois ce qui manque en politique, c'est d'avoir une vision et un cap, et puis après de s'y tenir. On a la chance aussi, à l'échelle du territoire, d'avoir une équipe avec une vraie diversité politique dans les 39 maires. Pour autant, tous nos projets sont votés à l'unanimité. Donc on a aussi une vraie ambition autour de ce cap et un vrai portage politique. Vous l'avez dit, ce fameux Agir, c'est un acronyme sur différents sujets majeurs, dont l'un des points importants, c'est aussi l'attractivité, que ce soit l'attractivité touristique, l'attractivité économique, l'attractivité démographique, parce qu'on reste au cœur du Massif central qui a très longtemps souffert aussi d'une perte très forte de population. Et vous gagnez des habitants. Et maintenant, on regagne des habitants. On assiste là à la plus forte hausse de population depuis 50 ans sur notre territoire. Donc, on regagne des habitants. On est le seul territoire, d'ailleurs, dans l'Allier à regagner des habitants pour plein de raisons qu'on pourrait développer. Mais donc, cette notion d'attractivité sous tous les champs, économique, démographique, touristique, attractivité aussi sur le plan universitaire, puisqu'on s'est fixé un cap de 4000 étudiants à l'horizon 2035. On vient de franchir les 3000 étudiants, ce qui permet de porter des projets en ce moment sur le plan immobilier, d'ailleurs, autour de résidences étudiantes, publiques ou privées. Bref, donc ça, c'est un enjeu majeur. Mais pour accompagner le cadre de vie, c'est aussi le développement économique. Donc, on travaille aussi sur l'industrie. Évidemment, l'image de Vichy masque un peu le fait, puisqu'on a une image très apaisée, etc., touristique. On ne se rend pas compte qu'on est dans le premier bassin industriel de l'Allier et deuxième bassin industriel d'Auvergne après Clermont-Ferrand, avec de nombreux emplois. Et ça, c'est important aussi, puisque le tourisme, c'est une chose, mais il faut aussi une diversité économique. C'est aussi ce qui porte l'attractivité, ce qui porte la dynamique économique sur l'ensemble de la ville. Donc effectivement, on a un programme, un vrai cap, avec un portage politique unanime sur le territoire, dans la durée, et qui commence à porter ses fruits aujourd'hui. Alors, au-delà du cap, justement, je crois que vous avez adressé des vœux il y a quelques jours, on l'a vu, à l'Opéra, vous avez adressé magnifique, des vœux avec l'équipe municipale et parmi les grands projets, parce qu'il faut vraiment avoir ça en tête pour ceux qui ne connaissent pas Vichy. Donc, renaissance du cœur thermal, le parc des sources, modernisation d'écoles, travaux pour des futures résidences étudiantes, et puis une année 2025 qui sera marquée par une cinquantaine de rendez-vous sportifs de très haut niveau. Un futur parc solaire, 16 hectares de panneaux photovoltaïques qui doit être opérationnel dès le mois d'avril. Et puis produire l'équivalent de 40% de la consommation de la ville de Vichy. Construction de logements, notamment l'îlot Gramont. Moyen terme, le futur quartier Vichy-Lac. Dynamisation du cœur de ville avec des nouveaux commerces, travaux de voirie, aménagement. Vous avez dit en conclusion de vos vœux, c'était il y a quelques jours, Vichy avance, elle se transforme. Il faut construire l'avenir en étant fier de ses racines. À Vichy, on n'invente rien, on se réinvente. Et quand on a l'honneur d'avoir la charge d'une ville aussi prestigieuse, on la sublime. C'est un beau programme. Magnifique. Oui, parce que on a un joyau patrimonial inscrit maintenant au patrimoine mondial. On a une architecture assez fabuleuse. Donc effectivement, moi je ne crois pas dans un maire qui arriverait dans cette ville et qui annonce raser des bâtiments. Enfin, on n'est plus dans les années 50 ou 60 où on aimait moderniser, détruire le patrimoine, etc. Il faut au contraire le sublimer. Et puis en plus, je l'évoquais sur le plan de l'urbanisme, au-delà de l'architecture, on a la chance d'être vraiment dans l'air du temps. Ça a été dit dans le reportage. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien la notion à Paris, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. Ici, on est au quart d'heure à pied partout. Et ça existe déjà. On parle des villes-parcs. On est une ville-parc. Donc, il faut sublimer tout ça. Par contre, il y avait besoin de travaux. Vous citiez les grands travaux qui sont en cours dans le cœur de ville de Vichy aujourd'hui. En fait, là aussi, petit retour historique. Pourquoi on a cette explosion des travaux aujourd'hui et une transformation profonde ?
Et ça aussi, ça explique d'ailleurs partiellement, et on l'oublie toujours dans les livres d'histoire, le pourquoi le gouvernement de Pétain s'est retrouvé à Vichy et a pollué nos 2000 ans d'histoire et qu'on focalise sur ces 4 ans d'histoire. C'est que, en fait, tout appartenait à l'État dans cette ville, pour des raisons historiques, depuis 1523. Depuis 500 ans, et jusqu'à 2023. C'est-à-dire que tout appartenait à l'État. C'est-à-dire que les sources appartenaient à l'État, les termes appartenaient à l'État, les espaces qui sont actuellement en travaux en cœur de ville appartenaient à l'État, etc. Tout appartenait à l'État, comme dans beaucoup de villes thermales. Et en fait, progressivement, partout en France, ces villes thermales ont été cédées ou à des opérateurs privés ou aux villes, et la ville de Vichy était la dernière à n'avoir jamais été cédée. Donc tout ça jusqu'en 2023 appartenait à l'État. Tout l'espace qui est autour, 16 hectares en centre-ville, le parc, était à l'État. Donc, quand on avait besoin de travaux importants, il fallait aller demander à Bercy. Donc, c'était complètement anachronique. On a tout racheté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petite anecdote, sur les pastilles de Vichy, pour ceux qui aiment bien les pastilles de Vichy, il y a quelques années, quand on les achetait, il y avait une face marquée Vichy, une face marquée État. C'était pas parce que c'était l'État, c'était parce que ça appartenait à l'État. Donc, tout ça a été racheté par la ville. On est maintenant l'exploitant de tout cela, on a un délégataire pour exploiter au quotidien, mais on est propriétaire de tout cela, on est propriétaire des marques, on est propriétaire des sources, etc. Mais vous les avez rachetés à l'État. On les a rachetés à l'État, et ça nous permet aujourd'hui d'être maître de notre destin, et donc, d'une certaine manière, de pouvoir lancer toutes les opérations qui sont... Et l'ancien immeuble Banque de France aussi, c'est pareil? Ça appartenait à la Banque de France, pour le coup. de France, ouais. Après, il y a eu un opérateur, entre-temps, qui avait racheté un opérateur. L'opéra... Mais l'opéra a appartenu, à l'époque, effectivement, de la Seconde Guerre, tout ça appartenait, même l'opéra, à l'État, donc il n'y avait même pas besoin de réquisition, ils arrivaient, ils étaient chez eux. Bien sûr. Bien sûr. La salle de l'opéra qui a servi de salle de parlement, il n'y avait pas besoin de réquisition, ils étaient chez eux, ils avaient juste à demander les clés. Donc, mais ça a été une force jusque dans les années 30 ou 40, parce que du coup, c'est l'État qui investissait à la place des acteurs locaux. Ça a été un handicap après, parce que l'État c'était plus son rôle de toute façon, et l'État avait bloqué le système. Donc depuis 2023, vous avez repris 2023, la main, on a tout racheté, on a maître de votre... Exactement, on est propriétaire des termes, on a un délégataire, donc ça on a pu relancer un grand plan thermal de 50 millions d'euros, etc. Ça a coûté très cher, là. Ça a coûté, pour être très transparent, 25 millions d'euros. L'acquisition des sources, de la Vichy Célestin, des termes, etc. Mais c'est un rendement annuel, puisque l'opérateur paye une redevance de 2 millions d'euros par an. Ah oui, bien. Donc vous allez l'amortir en une dizaine d'années. Et voilà. Bien. Un calcul intéressant. Alors justement, on va aller sur ce schéma, puisque vous avez... Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur sur la transition écologique, environnementale. Il n'y a plus de débat. On est tous d'accord qu'il faut aujourd'hui essayer de joindre des équations qui sont parfois contradictoires, puisqu'on a des démographies, il faut des aménités, il faut qu'on puisse avoir des transports. Vous êtes engagé à devenir un territoire à énergie positive d'ici 2050. La ville s'est engagée dans une démarche de transition écologique énergétique afin de faire de cette agglomération de la neutralité carbone. Vous inscrivez dans une neutralité carbone. Vous êtes également très investi sur la question de l'eau, et pour cause. Votre identité historique, elle est vraiment empreinte, finalement, de cette modernité dans laquelle vous portez les ambitions de la ville. Est-ce que c'est la bonne voie en termes de combat à mener pour une agglomération comme celle de Vichy? Si je reprends les quelques thématiques, et j'en rajouterai une que vous avez évoquée. Si je prends le sujet de l'eau potable, puisqu'il s'agit de ça, effectivement, on a doublé les montants d'investissement, mais c'est une nécessité. Et j'allais dire, aujourd'hui, de dire qu'il faut gaspiller moins d'eau, que nos réseaux soient plus opérationnels, etc. On a eu ces dernières années, alors pas l'année qui vient de s'écouler, mais les années précédentes, des tensions très fortes sur les rivières et les capacités d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'ils ont envie, nos concitoyens? C'est de savoir, au-delà des grandes théories, que dans les 15 ou 20 prochaines années, ils pourront continuer d'avoir de l'eau au robinet. Donc ça demande de moderniser les réseaux, ça demande effectivement, donc au-delà des grandes théories environnementales, il faut se préparer. Et moi, mon souci, c'est effectivement de contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais c'est surtout adapter la ville à ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, avec les évolutions climatiques, sur l'eau, quand on parle effectivement de ville-parc, nous on a un peu moins le problème et on ne cherche pas à créer des forêts en centre-ville comme certains cherchent à le faire, on les a déjà d'une certaine manière, mais c'est comment on les entretient correctement et tout. Et je rajouterai un sujet des mobilités, qui sont et les mobilités
dans la ville, je vous l'ai dit, hein, on a la chance d'avoir une ville où on se déplace essentiellement à pied et c'est une vraie chance, mais c'est aussi des mobilités à l'échelle de ce qu'on appelle, nous, le pôle métropolitain avec Clermont-Ferrand. Et c'est un pôle métropolitain un peu particulier parce que les grandes métropoles aujourd'hui se construisent vraiment avec une conurbation très très forte, donc une densité très forte. C'est ça les grandes métropoles au niveau national, comprenez Lyon, Bordeaux, etc., avec une forte densité. Nous, on fait un pari un peu différent, c'est des métropoles dites en archipel, c'est-à-dire certes, il y a Clermont-Ferrand, mais après on essaie effectivement de connecter au mieux cet archipel pour que nos villes moyennes soient connectées au cœur de la grande métropole, mais en gardant leur spécificité de ville moyenne et leur qualité de vie de ville moyenne. Et ça, on va le faire et on va signer dès demain d'ailleurs un vaste programme pour qu'on puisse avoir des trains toutes les demi-heures en direction de Clermont-Ferrand, parce qu'on a beaucoup de gens maintenant qui travaillent à Clermont ou des Clermontois qui viennent bosser ici, pour d'une certaine manière améliorer les mobilités. On est à 35 minutes du centre de Clermont-Ferrand, à Vichy, mais il faut améliorer les mobilités, faciliter les mobilités des uns et des autres pour créer une sorte de grand bassin économique, une grande métropole en archipel qui va tirer aussi notre développement économique, j'en suis convaincu, pour les 20 prochaines années, tirer aussi notre démographie en se raccrochant sans non plus vouloir se toucher et en préservant aussi notre qualité environnementale et le fait qu'on est dans un bassin aussi rural, et j'en suis fier, mais malgré tout se connecter intelligemment au cœur de la métropole, parce que Clermont-Ferrand, malgré tout, c'est là où il y a les grands emplois, les grandes entreprises, etc. Bien sûr. Olivier Marin. Alors, justement, sur l'intelligence, on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle. Le numérique, il est au service de la transition énergétique et vous voulez faire un territoire intelligent, qu'il soit durable. Et vous menez donc la lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez des exemples d'applications sur la ville. Alors vous allez nous expliquer. C'est à la fois l'arrosage intelligent, donc mesurer l'humidité du sol, le système qui doit programmer un arrosage là où c'est nécessaire, à la goutte près. Un éclairage intelligent pour aussi piloter l'intensité. Un stationnement intelligent pour guider sur les emplacements de stationnement disponibles. Donc il y a aussi la gestion intelligente des déchets. Où en êtes-vous? C'est un projet qui est très ambitieux. Ça paraît comme ça assez étonnant, on peut en rire, mais en fait, il y a une vraie ambition d'associer le numérique, les habitants et la ville de demain sur la transition écologique. Oui, c'est vraiment le numérique au service de la gestion de la ville avec des concepts de supervision, etc. Donc on travaille avec des grands opérateurs, hein, tout ce que vous avez cité, c'est pas opérationnel aujourd'hui, hein, on est en discussion avec des grands opérateurs sur tous ces sujets-là pour regarder comment on améliore les choses, mais pas pour en créer une usine à gaz ou pas, mais au contraire, même dans la gestion du quotidien de la ville, de pouvoir mieux piloter la ville, peut-être de manière plus économique d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat derrière ce débat de la ville intelligente. Alors, petite parenthèse, moi je me rends compte, parce qu'on parle beaucoup de ville intelligente à l'échelle internationale, et aujourd'hui nous on discute avec les plus grands opérateurs qu'il y a sur la place sur le sujet. On se rend compte qu'il y a beaucoup de discours même dans les outils, mais que pour l'instant en fait les outils ils sont pas si mûrs que ça. Donc là c'est encore un autre défi que l'on est, parce qu'on veut pas non plus essuyer les plâtres sur tous les sujets. Mais il y a cette ambition. Mais il y a cette ambition et il y a un travail très... Donc on aura ces outils, on développe ces outils, on est une ville en plus où on a énormément, puisqu'on mise aussi sur la sécurité pour trouver la tranquillité, donc on a développé un réseau de caméras sur la ville très important, et c'est comment aussi mieux utiliser les caméras pour gérer l'espace public, pas que gérer les infrastructures, mais gérer l'espace public. Vous parlez du stationnement intelligent, c'est comment utiliser les caméras pour repérer où il y a des places disponibles, et puis demain avoir si on cherche une place, on nous le dit tout de suite sur le téléphone. Gérer les flux. Exactement. Gérer les flux, gérer les feux pour que les feux, quand ils repèrent des embouteillages, quand les caméras repèrent des embouteillages, les feux modifient les cycles. Donc c'est tout ce travail-là de fond. C'est un travail complexe parce que je vous le dis, en fait, paradoxalement, l'industrie française est pas encore en maturité complète sur ces sujets-là. Mais c'est à quel horizon alors? L'idée pour moi, c'est à peu près un horizon de 5 ans. 5 ans. Donc il y aura des phases. Quand je dis 5 ans, c'est effectivement dans la maturité complète du projet. Il y aura différentes phases entre. Est-ce qu'on peut dire qu'en l'état déjà Vichy est une ville réellement connectée? Alors oui, alors ça dépend ce que vous entendez par connexion, mais il y a si c'est le haut débit, on a on a le haut débit. Si c'est connecté en termes d'infrastructure, avec impact numérique, je sais qu'il y a aussi avec l'université aussi des utilisations d'intelligence artificielle de plus en plus. On voit que ça irrigue complètement. Justement, on va en parler dans le développement, puisque comme vous le savez, l'artère fémorale de la ville, c'est l'habitat.
Hein, et finalement, je paraphraserai ce que dit Jean-Philippe Dugouin-Clément dans son livre, vice-président de la région Île-de-France et maire de Mennecy, quand il dit que finalement l'habitat fait le citoyen. Et c'est vrai que l'habitat, pour vous, c'est quelque chose qui est important et qui vise également à redynamiser les cœurs de ville, et notamment le centre-ville de Vichy. Vous avez compris, je fais écho justement à cet écoquartier que vous construisez avec Vichy-Lac, un engagement vers 1250 logements. 1250 logements d'ici à 2040, c'est une ambition qui est loin d'être neutre, notamment quand on voit le nombre d'habitants qu'il y a sur la ville. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Aguilera, que vous êtes, au sens noble du terme, un maire bâtisseur, qui vous adaptez également à travers l'habitat à cette gestion de la population, car vous le savez, aujourd'hui, il y a une crise profonde dans notre pays du logement, avec des Français, et ils sont 2 700 000 à être sur des listes pour avoir des logements sociaux ou des logements tout court, et c'est un véritable fléau actuellement en France. Est-ce que vous y êtes touché ? Et comment vous y prenez, justement? J'ai relevé ce projet de Vichy-Lac, mais plus largement, Frédéric Aguilera, est-ce que vous bâtissez ici? Alors, je sais que c'est pas, paradoxalement, en France, on n'aime pas tellement les maires bâtisseurs, mais oui, moi, plutôt tendance à me revendiquer comme tel. C'est très noble, hein, d'être un maire. Oui, mais c'est vrai que parfois, on dit... J'ai pas dit un maire bétonneur, hein, au sens propre, mais un maire qui bâtit noblement. Donc, et vous avez raison de rappeler que la première fonction d'une ville, c'est habiter ensemble. Hein. Oui. Et ça, on l'oublie souvent, on part sur beaucoup de théories. Donc c'est vrai que l'habitat, pour nous, est vraiment au cœur du sujet pour plein de raisons. D'une part, parce que l'habitat en hypercentre est un habitat à Vichy plutôt ancien. C'est à la fois une fierté parce que c'est notre patrimoine, et à la fois, et vous l'évoquerez plus tard, ça demande, c'est toutes les problématiques liées à la rénovation énergétique et j'en passe. Et puis, vous l'avez dit aussi, on a changé un peu de braquet partout. C'est que moi, je suis un fervent défenseur des centralités. Que ce soit d'ailleurs pour le commerce ou pour l'habitat. Trop longtemps, on a abandonné les centralités. On a construit des zones commerciales à l'extérieur, on a cherché à développer l'habitat à l'extérieur. Les centralités. Hein. Les centralités. C'est important ce que vous dites. Oui, mais pas que des grandes villes, aussi des pas bourgs. Une convergence vers un seul centre, c'est décentralité. Alors, après, ou une polycentralité. Exactement. Ouais. Alors nous, on a cette configuration qu'on est une toute petite ville en surface, donc on a avant tout une grosse centralité. Mais quand je dis effectivement, vous avez raison, selon les territoires, c'est plutôt les centralités. Mais pourquoi je dis les centralités, c'est qu'à l'échelle de l'agglomération, je dis pas qu'il faut que tout converge vers le cœur de ville de Vichy. Il y a la centralité de la commune d'à côté comme QC, la centralité de Bellerive, les centralités des 39 communes, et même dans les bourgs. On a perdu, on a laissé trop les cœurs de bourg en zone rurale se dépérir, et maintenant on a l'impression de traverser des fois des villes mortes, des villages morts, parce qu'on a abandonné ces centralités. Donc pour moi, le sujet des centralités est un sujet fort, et l'habitat, c'est un élément majeur de ces centralités. Vous citez le quartier Vichy-Lac. Alors quand on dit logement, c'est plutôt logement-hébergement, puisqu'il y aura aussi effectivement des résidences seniors, etc. Donc c'est pas... Les modes d'habiter. Exactement. En logement pur, c'est-à-dire en appartement, pour faire simple, ça fait évidemment des sommes beaucoup moins importantes, un nombre beaucoup moins important. Spécificité de ce projet, parce que je suis attaché aux centralités, c'est que, alors, premièrement, pour ceux qui connaissent pas Vichy, mais ce quartier, on dit quartier Vichy-Lac, mais il est accolé au centre-ville. C'est-à-dire qu'à pied, on est à 10 minutes du centre-ville à pied, hein, on peut aller faire ses courses à pied, donc je le conçois presque plus comme une extension de nos centres-villes que comme un quartier périphérique, loin, etc. Donc c'est une extension d'une certaine manière. Donc il va être conçu comme ça déjà en termes de mobilité. Deuxièmement, on a passé effectivement, on a trouvé un délégataire, un concessionnaire pour nous accompagner, en l'occurrence Urbanera, une filiale de Bouygues, avec CDC Habitat. Et pourquoi il y a CDC Habitat dans le partenariat? C'est qu'en fait, l'une des grandes spécificités sur ce sujet, c'est qu'on a dit « Ok, on va construire un nouveau quartier ». Ça intéresse plein d'opérateurs. Mais si vous voulez vous intéresser à ce nouveau quartier, il faut aussi rénover le centre-ville. Donc on a passé une concession multisite. Vous voulez pouvoir construire là-bas et ça va se vendre facilement, certes, mais vous devez rénover un certain nombre de logements en centre-ville. Et on a une concession unique. Donc on travaille à la fois sur la construction de ces logements et à la fois sur des opérations avec eux en centre-ville qui vont se déployer dans les années à venir pour rénover en profondeur, parce qu'il y a des opérations où on sait que ça sera complexe et des opérateurs privés ne trouveront pas obligatoirement un équilibre économique. Donc on va travailler sur nos deux jambes d'une certaine manière. Et il faut que ce nouveau quartier, donc on dit 2040, ça sera peut-être 2045.
il faut que ce nouveau quartier en fait mature sans vider non plus le centre-ville. Absolument. Avec C'est beaucoup comme ça de réhabilitation aussi. avec énormément de réhabilitation spontanée. Avec cette idée finalement d'étendre le tissu urbain, vous parlez d'extension, moi j'aime beaucoup cette idée que justement vous développez, mais quand on compare le projet, la densité du projet avec effectivement les choix que vous avez faits, c'est vraiment ambitieux quand on prend la taille de votre agglomération. Oui, c'est ambitieux. Là, on se dit que le maire, il a quand même c'est courageux. Oui. Nous, on connaît bien le sujet, Oui, puisqu'on en voit, mais voilà, c'est. Alors, c'est ambitieux, c'est ambitieux, mais c'est régulé, dans le sens où pour l'instant, on s'est fixé, dans le cadre de la concession, des étapes. Et pourquoi je parlais de mobilité très fort? Moi, ma conviction aussi, c'est que demain, dans le cœur de notre métropole en archipel Clermont-Ferrand, et on le voit déjà aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, à 35 minutes, s'éloigner un peu du cœur de la métropole, venir vivre ici, etc. Donc on mise pas simplement, on mise sur une évolution encore démographique qui sera aussi tirée par la démographie globale, l'économie globale à l'échelle de ce pôle métropolitain. Et ça sera peut-être moins si on se revoit en 2045, je dirais, on n'en a peut-être pas fait 1000 logements, on n'en aura fait que 600, parce qu'en fait, tel que c'est construit, on adaptera au fur et à mesure. Mais l'idée de Vichy-Lac date de quand? Quand est-ce que ça a été initié, qu'on ait bien conscience du temps qu'il faudra pour que ça tout sorte de terre? La première idée sur Vichy-Lac, c'est dans les années 80. Années 80. Années 80, d'accord. Oui, les premières fois où ça a été figé dans les anciens postes, etc., c'est les années 80. Pourquoi? Parce que notre ville, qui fait en gros 400 et quelques hectares, est entièrement urbanisée, sauf cette poche qui reste à urbaniser au bord du lac, en extension du centre-ville et au bord du lac. Et dès les années 80, sans savoir si ça allait être un quartier d'habitation commerciale, etc., mes prédécesseurs ont figé cela dans le poste, en se disant un jour, ça se développera, et un jour, c'est ici que ça se développera, parce qu'il n'y a plus que là. Mais vous, qu'est-ce qui a bloqué? Quels étaient les freins? Les freins, c'est qu'il y avait on était en pleine chute démographique jusqu'à ces dernières années. Donc les moyens aussi. Et puis une volonté de dire attention, ne déséquilibrons pas le centre-ville. Aujourd'hui, qu'on a un retournement démographique, qu'on a une évolution positive sur le plan économique, qu'on a cette stratégie de mobilité à l'échelle du pôle métropolitain, on se dit c'est le bon moment pour l'initier. Après sa temporalité. Voilà, les premiers logements, ça sortira par tranche d'une 50aine de logements pour pas déséquilibrer, etc. Oui. Donc on prendra le temps. Mais vous êtes arrivé aux affaires en 2017. Oui, mais j'étais... On a l'impression que vous avez donné une accélération. Enfin, tant mieux, c'est bien. J'étais adjoint de mon prédécesseur Claude Malhuret à l'urbanisme et aux travaux depuis 2008. Donc c'est vrai que c'est un dossier que j'ai connu depuis un certain nombre d'années. Claude Malhuret, beaucoup. Oui, absolument. Voilà. Dernière question justement sur le logement. Quand on cherche un logement, on passe aussi par Vichy Habitat, qui est à la fois bailleur social et privé, maître d'ouvrage et gestionnaire de projet. À Vichy, dans l'agglomération, il y a environ 1000 logements locatifs. Comment ça se passe justement le travail concernant la demande de logement? Est-ce qu'on trouve facilement, que ce soit en termes de location, d'habitat? Est-ce qu'on a du logement abordable? Comment ça se passe? On va en parler avec les professionnels notaires et notamment aussi avec nos amis d'Édouard Denis. Est-ce que vous êtes aussi soumis, monsieur le maire, à la même pression de la demande de logement? Est-ce qu'on est ici sur un secteur en tension? Alors, c'est un secteur qui évolue. Dire qu'on est aujourd'hui un secteur en tension, ce serait présomptueux. On a été très longtemps un secteur extrêmement détendu, ce qui posait problème et ce qui était l'un de mes combats. On se logeait facilement en fait. On se logeait extrêmement facilement en location, en acquisition pendant très longtemps. Et ce qui posait problème d'ailleurs dans le cadre de la loi SRU sur le logement social, c'est qu'on me demandait de continuer de construire des logements sociaux. Moi, j'étais pas contre et je suis pas opposé du tout à la loi SRU. Je suis même un défenseur paradoxalement de la loi SRU, mais avec des adaptations locales. Parce qu'on me demandait de construire du logement social alors que j'avais de la vacance sur le logement social et pas de liste d'attente à l'époque. Donc on me demandait de construire du vide parce que j'avais pas encore les 20%. Oui. Donc c'est aberrant. Donc tout le monde disait oui, c'est aberrant, mais c'est la loi. Et aujourd'hui, ça représente combien les logements sociaux? On est à 17% environ. 17%. Donc on continue de progresser. On est passé il y a quelques années à 10-12%, à 17% aujourd'hui, et le cap des 20%, il est atteignable, mais il est atteignable au rythme du marché. Il ne faut pas non plus que le logement social déstabilise le marché, parce que là aussi, pendant longtemps, le locatif et le prix du locatif libre, comme le marché était très détendu il y a une dizaine d'années, il était très bas, il était même inférieur au prix du marché social. Donc défavorable à l'investissement.
Mais oui, c'était défavorable. Oui. Donc là, effectivement, depuis quelques années, depuis qu'on a lancé des grands projets, depuis qu'on est inscrit à l'UNESCO et tout, il y a une dynamique qui crée une certaine pression. Donc d'une certaine manière, on est en train de retendre progressivement le marché, mais tant mieux, parce que c'est pas facile d'assumer de dire tant mieux de tendre le marché. Mais c'est dire il fallait de toute façon que le marché se tende un peu, au-delà de la conjoncture du moment, mais d'un point de vue structurel, il fallait que le marché se retende un peu, justement pour pouvoir réaugmenter les prix. Parce que quand vous avez des prix trop bas dans une ville, et on le voit dans d'autres villes, vous ne trouvez pas d'investisseurs, vous ne trouvez pas... Donc évidemment, on peut dire, bah oui, mais c'est mieux pour le locataire. Sauf que si vous pouvez pas investir, si vous pouvez pas moderniser votre immobilier, c'est pas bon. Donc il faut un minimum de tension. Donc effectivement, le marché s'est un peu retendu, que ce soit sur la location ou que ce soit sur l'acquisition, et tant mieux. Aujourd'hui, en volume, si je raisonne purement en volume, on pourrait se dire, il y a assez de logements. Mon problème n'est pas tellement quantitatif aujourd'hui, mon problème est qualitatif. Donc on veut travailler vraiment avec des opérateurs, ça peut être de la déconstruction-reconstruction, de la rénovation lourde, mais il faut qu'on travaille au-delà du quantitatif, qu'on travaille surtout sur le qualitatif du logement. Remise aux normes, dégradation, il y a eu des dégradations. Des remises aux normes, des constructions-reconstructions quand il y a des îlots trop dégradés, etc. Donc j'ai pas une obsession du quantitatif, mais du qualitatif. Le quantitatif, il viendra demain et après-demain avec Vichy-Lac pour accompagner les évolutions et les progressions démographiques, mais déjà il faut qu'on travaille sur le qualitatif. Merci beaucoup, monsieur le maire. On peut un peu l'applaudir, monsieur le maire, pour cette première intervention. C'est très agréable finalement d'entendre les élus locaux, et il y a une chose que j'entends, et je te le dis à chaque fois, c'est que là on a une vision du terrain qui est très pragmatique. Voilà. On n'est pas à Paris, on n'est pas à l'Assemblée, on a quelqu'un qui maîtrise son territoire. Ça fait plaisir. Voilà, merci de l'avoir fait. Je vous propose, monsieur le maire, que nous rencontrions maintenant ceux qui bâtissent également le territoire à leur maçon. On va recevoir dans un premier temps un notaire. On va recevoir maître Frédéric Rouvet qui va nous parler du logement ancien. Je vous propose qu'on se retrouve, les amis, dans un instant, justement, pour parler de cette séquence qui s'appelle « Parlons bien ». C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. De retour ici à Vichy, venez à Vichy, découvrez la ville de Vichy, en tout cas en ce qui nous concerne avec Olivier Marin. Ça a été une très très belle découverte, toujours accompagnée de notre hôte, et merci encore aux équipes de nous accueillir ici à la Maison des Associations, juste en face de l'hôtel de ville. Frédéric Aguilera, merci d'être avec nous et de partager ce moment. On est ravis d'être avec vous. Maître Rouvet, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous voir, puisque vous êtes notaire, vous êtes installé à Cusset, qui est à une encabure, c'est on va dire la très proche banlieue, on peut dire les choses comme ça, de Vichy. Et comme il est d'usage pour cette séquence bien mieux, nous avons le spécialiste du logement ancien, c'est Olivier Marin, qui va vous poser la première question. Oui, merci maître en tout cas de votre présence ici, donc notaire à Cusset, président de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Donc on va faire avec vous un tour d'horizon justement sur cet immobilier, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer quelques conseils pratiques. Quelques chiffres clés pour démarrer, statistiques sur un an, donc on est à fin septembre 2024, 1700. Comme 1700 €, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Vichy, ce qui correspond, alors quand on regarde, à une baisse de près de 4,5% sur un an, mais quand on regarde en arrière, beaucoup plus loin, c'est 45% de hausse en l'espace de 5 ans. Effet de rattrapage ou attractivité de la ville? J'allais dire les deux. Les deux, puisque effectivement au niveau national, depuis 5 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions également. Peut-être mis à part de Paris, mais post-Covid, on a eu un effet rattrapage important. Et Vichy, évidemment, a pris sa part. Et puis, il y a l'aspect local. Et on a, monsieur le maire le disait, Vichy est une ville attractive. Et cette attractivité s'est manifestée par le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce classement, évidemment, a attiré des nouveaux acquéreurs, des personnes... Des investisseurs alors, des investisseurs, bien sûr, mais également des gens qui viennent couler des jours paisibles, on l'a dit, et heureux à Vichy. Et donc, c'est une attractivité supplémentaire, d'où la hausse des prix depuis 5 ans. Et quand on regarde au niveau des maisons, alors 174 800 €, ça c'est le prix médian
d'une maison ancienne à Vichy, donc c'est moins 2,8% sur un an, mais là aussi, sur les 5 dernières années, c'est une hausse de 34%. Un volume des ventes, on est à moins 10% sur un an. Est-ce qu'il y a, comme on le voit avec Sylvain dans différentes villes de France, depuis, on va dire, la rentrée septembre 2024, un regain, un retour des acquéreurs, des primo-accédants? Est-ce que vous le sentez dans vos études? Oui, effectivement. Le début de l'année avait été assez mauvais, on va le dire. 2024. Même au début de l'année 2024, même assez inquiétant. Et puis ça s'est retourné un petit peu. Alors, on se demandait d'ailleurs, avec les aléas politiques qu'on connaît au niveau national, si ça allait pas tout freiner. Alors, il y a... C'est le moins qu'on puisse dire. La baisse des taux est intervenue quand même, et finalement, ça a quand même retourné un petit peu ça a redonné un peu les demandes. Oui, tout à fait. La combinaison des deux, la combinaison des taux d'intérêt et la combinaison avec la baisse des prix, redynamisait le marché immobilier. Alors, ceci dit, on a une année 2024 qui s'est tenue, mais c'est pas une année complètement exceptionnelle. On reste quand même sur une année où les volumes, en tout cas, moins 10%, c'est quand même, on partait pas de très haut en plus, donc c'est une année où c'était quand même difficile. Mais on a senti sur la deuxième partie de l'année. Est-ce qu'on a plutôt des primo-accédants qui accèdent à la propriété dans l'ancien, ou plutôt de l'investissement? Alors, c'est souvent des primo-accédants, et c'est ces primo-accédants qui faisaient défaut sur le premier semestre, puisque les taux les ont éloignés de l'accession à la propriété, et donc c'est eux qui faisaient défaut et qui sont revenus. Les investisseurs, il y en a toujours eu sur Vichy, et là c'est peut-être encore un peu compliqué sur les investisseurs. L'investissement, bien évidemment, on évoque à la fois la rentabilité, parce qu'il y a deux modes d'investissement. Oui. Il y a l'investissement sur le revenu et il y a l'investissement sur la plus-value. Quand on achète à Vichy, apparemment par l'évolution du prix du mètre carré, on cherche plutôt le revenu locatif. La rentabilité locative, elle est de combien en moyenne? Est-ce qu'on a des estimations? Oui, alors on a une rentabilité importante sur Vichy, puisque, on va dire, selon les secteurs, on va dire le cœur thermal les prix sont plus élevés, donc la rentabilité est moindre, bien entendu. Mais sur ce cœur thermal, on est autour des 4-5%. Et par contre, dès qu'on s'écarte un petit peu du cœur historique de Vichy, on arrive facilement, à des rentabilités de 6 voire 8%. Sur 8%. 8%. Alors, vous commenciez justement à l'évoquer, Maître, pour ceux qui ne connaissent pas justement Vichy, si l'on devait prendre une photo, un petit peu avoir des enseignements sur les différents quartiers, quels sont ceux qui sont particulièrement porteurs, quel type de demande, quels sont vos éclairages dans le Voilà, le bon plan du jour. Alors, le bon plan, je ne sais pas. En tout cas, il y a les quartiers qui sont toujours très demandés. C'est effectivement le cœur thermal de Vichy, les parcs, le plan d'eau. Ça, c'est, on va dire, les fondamentaux de la demande sur Vichy. C'est central, c'est les Champs-Élysées de Vichy. Ça sont les quartiers les plus chers, entre guillemets. C'est les quartiers les plus chers, tout à fait. En même temps, c'est le plus beau. Oui, c'est beau. Ah oui, c'est incroyable. Après, il y a d'autres quartiers à Vichy, sans s'écarter trop. Il y a ce qu'on appelle, il y a le quartier de France qui touche un petit peu le cœur thermal, qui est également le long de l'Allier. Donc ce quartier, effectivement, il y a une demande qui existe, et c'est un quartier qui est très, très agréable à vivre. Et puis, il y a d'autres quartiers. Alors si c'est des conseils, il y a d'autres quartiers qui sont connus des Vichysois, mais peut-être un peu moins des gens qui viennent de l'extérieur. Je pense notamment au quartier Jeanne d'Arc. Le quartier Jeanne d'Arc, c'est un quartier où des commerces sont préservés qui touche le marché couvert. Et donc, c'est un quartier également où il fait bon vivre. Donc, Jeanne d'Arc, République. Voilà. Est-ce que le fait qu'il y ait une bonne proportion, je crois qu'il y a une école de kiné avec plus de 2500 élèves, ça donne du peps à l'investissement et ça crée des appétences à des investisseurs, mais ça peut être aussi des petits bailleurs privés ou des personnes qui placent, ne serait-ce que pour les retraites, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, il y a des projets en résidence étudiante qui existent, mais effectivement, il y a des investisseurs qui se tournent vers ce type de clientèle. Effectivement, les étudiants qui vont sans doute être de plus en plus nombreux sur Vichy. Une dernière question. Juste en dehors de la ville. Oui. Qu'est-ce qui est convoité? Est-ce que c'est plutôt les maisons? Est-ce que la typologie de biens? La ville de Vichy, le cœur de Vichy, le cœur thermal, on va dire, c'est plutôt des appartements. Souvent, c'est des anciens hôtels qui ont été transformés en résidences.
Donc c'est souvent des appartements qui sont demandés. Les maisons, comme dans beaucoup de villes, les maisons s'éloignent un petit peu du cœur pour trouver des maisons. Il y a bien sûr des maisons en centre-ville, mais ce n'est pas évidemment le cœur des transactions sur les maisons en centre-ville. D'accord. Vos conseils pratiques, ça c'est la question traditionnelle, on aime bien avec Sylvain la poser. Quels sont, vos conseils, vos règles d'or quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Alors, il y a toujours les fondamentaux d'un projet de vente ou d'un projet d'achat. Alors quand on veut acheter, évidemment, il y a plein de choses à vérifier. L'emplacement, évidemment, est important. La qualité du bien qu'on va acheter, son isolation, etc. Le bilan énergétique, les gens y attachent de plus en plus d'importance maintenant. DPE. Le DPE, le fameux DPE. J'allais dire, si vous voulez, concrètement, quand on veut vendre, il est important de s'y prendre, de préparer un dossier un petit peu béton, si je puis dire. C'est-à-dire d'anticiper les choses, les diagnostics, parce qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont à faire. On parlait des DPE, mais il n'y a pas que ça, l'amiante, etc. Les audits énergétiques, vérifier le titre de propriété, voir s'il y a des travaux qui ont été faits, etc. Et ça, se rapprocher du professionnel en charge des transactions, c'est-à-dire du notaire qui va, en amont, si vous voulez, qui va effectivement lister un petit peu tout ce qui est nécessaire pour la mise en vente du bien. Donc ça, si on a un dossier qui est bien préparé en amont, il y aura une fluidité dans la vente. Et puis pour l'acquéreur, c'est un petit peu pareil. C'est préparer son dossier plutôt au niveau du financement. Donc voir avec son banquier, son courtier ou autre, quelles sont ses possibilités d'emprunt et déjà faire des simulations à sa banque pour arriver au stade du compromis de vente avec donc non pas un prêt accepté, mais un prêt déjà bien lancé sur les formalités. Une réaction, monsieur le maire? Oui, sur le marché de l'immobilier ici, alors. Sur les prix, voilà. Sur les prix, effectivement. Ça vous étonne pas, vous les connaissez. Oui, effectivement, il y a eu une progression très forte. Alors, avec toujours une difficulté, c'est qu'on a toujours tendance à raisonner après par quartier, en disant, tel quartier, c'est combien le prix de l'immobilier. Moi, j'ai plutôt tendance à raisonner après par opération, parce que c'est vrai que dans notre ville, même si les prix ont tendance à un peu, dans certains quartiers, s'harmoniser, voilà. Et puis, avec une autre perception, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est vrai que souvent, entre autres, quand on a des opérateurs extérieurs, ils ne perçoivent pas à quel point cette histoire de la ville du piéton est un élément très fort de notre ADN et qu'ils ont tendance à dire « mais oui, mais c'est pas loin ». C'est pas loin en voiture, mais en fait, quand on vit à Vichy, pour vivre vraiment, les gens très vite veulent vivre à pied. Donc en fait, à pied, ça devient loin. Donc c'est vrai que les quartiers, effectivement, et où on voit des prix évoluer plutôt positivement ces dernières années, c'est aussi ces quartiers où à partir du centre-ville, on peut vivre facilement à pied. Mais oui, il y a eu une évolution très très forte et puis ça a été dit, mais quand on regarde sur ces 5 dernières années, surtout, moi je l'ai vu, je vous le disais précédemment, en plus j'étais adjoint à l'urbanisme, donc je vois la différence sur une quinzaine d'années. Pendant très longtemps, on ne voyait plus aucun investisseur, des gros investisseurs s'intéresser à la ville. Et là, on a eu un retour en force des gros investisseurs. Et c'est un élément positif pour la ville. Oui, ce qui d'ailleurs met en relief l'attractivité et réattire effectivement l'investissement du marché locatif privé. Parce que, comme vous le savez, monsieur le maire, 62% des personnes qui vivent dans le marché locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc, on a besoin de ces petits investisseurs, je voulais le rappeler, important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Applaudissements pour maître. Voilà, je vous laisse aller dans le public, maître Frédéric Rouvet, dont on peut trouver d'ailleurs son étude, qui est installé à QC. Je vous propose, les amis, que nous parlions maintenant rénovation énergétique. On va parler de l'impact de la rénovation énergétique sur les bâtiments. On verra d'ailleurs si Vichy est une ville qui est une bonne élève dans le rang des classements énergétiques. On va recevoir dans quelques instants Laurence Mahoudeau, qui est responsable des marchés publics chez Elio. On se retrouve tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Bien, nous sommes très heureux de vous retrouver ici sur le plateau à la Maison des Associations, exactement en face de l'hôtel de ville de Vichy. Bienvenue à Vichy, on est très heureux d'être avec vous, toujours accompagné de Frédéric Aguilera, le maire de Vichy. Merci de nous avoir accueillis, accompagné d'Olivier Marin. Et bonjour Laurence Mahoudeau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du logement social chez Elio, qui est un acteur majeur aussi de la rénovation énergétique en France. Olivier Marin, première question. Oui, alors, comme le veut la tradition dans chaque ville, on va d'abord faire
un point d'étape au niveau national et puis après on va se plonger justement plus concrètement ici même dans la ville, l'état du parc de logement et notamment la rénovation énergétique. Alors rénovation énergétique, on pense à MaPrimeRénov', on pense à toutes ces choses et on a eu déjà une année 2024 où il y a eu des up and down, des stop and go, on est reparti, on savait pas trop où on était. Et puis on a appris en début d'année, suite aussi à une interview de Valérie Létard, la ministre du Logement, dans Le Figaro, annonçant un certain retard dans le versement des aides MaPrimeRénov' 2025. Voilà, tant qu'il n'y avait pas de vote du budget. Donc beaucoup se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on a besoin de transparence, on a besoin de confiance en matière de rénovation énergétique. Où en est-on concrètement? Alors, c'est vrai qu'on a eu une année 2024 un peu compliquée. Je présente juste Elio rapidement avant de répondre à votre question, Olivier. Elio, c'est un groupe indépendant qui s'occupe donc d'accompagner ses clients sur la mise en œuvre de solutions d'économie d'énergie et donc en particulier le logement. En effet, MaPrimeRénov' est donc un dispositif d'aide auprès des ménages. Alors, le retard qui pourrait être pris sur le règlement des primes MaPrimeRénov' dont parlait Valérie Létard en début d'année, comment dirais-je, concerne les dossiers qui sont montés depuis le 1er janvier 2025. Donc, un certain nombre de dossiers relativement limités en quantité et qui devraient se débloquer dès que le budget va être voté, puisque, comme vous le savez, on est encore en cours de vote du budget. MaPrimeRénov' envoie quand même des signaux de soutien, puisque on a pour partie des aides qui vont aussi s'améliorer, des plafonds qui vont se relever, notamment pour toujours soutenir les ménages à mettre en œuvre des solutions de rénovation énergétique. Mais sur le volume, on passe quand même de 2,4 milliards à 1,7 milliard. Hein. Alors, le budget de MaPrimeRénov'... 700 millions d'euros, hein, c'est bien ça. Hein, le budget n'est pas encore totalement, définitivement voté. Nous sommes le 22 janvier, il faut dire la vérité, voilà. Quand on enregistre l'émission, parce qu'au moment où on va la voir, bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte voilà, nous sur un décalage. Avec donc, Olivier, on est sur le fil info du ministère, hein, et on nous a donné à peu près un ordre de grandeur, grosso modo, un rabot, hein, on va parler de rabot, entre 700 millions et 1 milliard d'euros, ce qui est quand même pas neutre du tout. Hein. Oui, c'est vrai que le budget de MaPrimeRénov', alors en ce moment, le gouvernement travaille à trouver des économies budgétaires et donc les aides en font partie. MaPrimeRénov', c'est vrai que c'était en 2024. C'est quand même pas croyable d'avoir un État, pardonnez-moi, mais je sais pas, je vous le dis les amis, qui veut faire des économies lorsqu'au même moment, il enjoint les propriétaires de faire les travaux, notamment, on va parler des étiquettes G, vous savez, pour la location. Absolument. Qu'on oblige les maires à faire des travaux d'éco-transition, qu'on a réduit le fonds vert, vous savez, le fonds vert qui vous permet de financer vos travaux. À un moment donné, on marche sur la tête, quoi. Ça doit vous énerver, ces stop and go, quand on est un acteur, hein. Ça nécessite une agilité et un suivi de l'évolution réglementaire un petit peu permanent. Parce qu'on a regardé là, juste cette année là, 2000 qui s'est écoulée, les modifications réglementaires en moyenne, hein, c'est tous les 3 jours. Oui. C'est pas un juriste qu'il faut, c'est une armée. Non, mais attendez, c'est une armée de juristes. Alors c'est vrai qu'en 2024, le budget de MaPrimeRénov' était de 4 milliards d'euros et va donc être raboté, probablement, enfin diminué pour 2025. On ne sait pas encore exactement de combien, vous parliez de... C'est sûr. D'ailleurs, Valérie Létard s'est exprimée hier, je crois. Elle s'est exprimée à l'Assemblée nationale. Elle a maintenu qu'il y aurait une baisse, effectivement, de MaPrimeRénov'. Ça l'a clairement dit, mais qu'elle ne condamnait pas non plus le monogeste, bien évidemment. Voilà. Exactement. Alors, quoi de neuf depuis le 1er janvier en matière de rénovation énergétique pour le grand public? Pour le grand public, au-delà donc de cette mise à jour d'un budget qui est plutôt à la baisse, il y a quand même des signaux d'accompagnement, par exemple la levée de l'obligation d'un geste de chauffage et de faire 2 gestes. Donc, vous voyez, voilà, il y a quand même, si on fait un seul geste d'isolation, par exemple, on est quand même éligible à une aide MaPrimeRénov'. Il y a aussi des plafonds d'aide qui sont relevés de 60 à 80%, par exemple, pour des ménages intermédiaires. Donc, il y a quand même des signaux qui font que MaPrimeRénov' continue d'œuvrer et qu'il y a aussi des facilitations, enfin des facilités pour les ménages pour continuer à rénover énergétiquement leur logement. On en est où de la fusion entre MaPrimeRénov' et les C2E? Eh bien, ça se poursuit, c'est-à-dire qu'on a toujours un accompagnement MaPrimeRénov'. C'est sûr. Oui, Mais comment on fait pour mélanger un dispositif privé, parce que les C2E, c'est un dispositif de financement privé, avec pollueur-payeur, avec un dispositif public? Aujourd'hui, c'est les C2E chez les particuliers, le dispositif des C2E chez les particuliers qui est accompagné par l'ANA. Donc, effectivement, les deux dispositifs se rejoignent.
En revanche, dans le logement social ou dans les autres secteurs de marché, l'industrie ou l'agriculture, le dispositif des C2E est bien séparé. Bien sûr. Donc ça dépend des secteurs de marché. Ouais, y compris le secteur tertiaire, hein, c'est bien ça. Oui. Pour les bureaux, par exemple. Logement social, justement, Laurence, vous commenciez à en dire un mot. Les passoires thermiques, tout ça, qu'est-ce que ça représente? Alors, on sait que depuis le 1er janvier 2025, désormais, les logements étiquetés G ne peuvent plus être loués. Dans le logement social, qui est justement, dont c'est le premier métier que de louer des logements, ils sont plutôt assez près, puisque les logeurs sociaux travaillent à cette rénovation énergétique depuis de nombreuses années. Donc, on peut considérer que les logements étiquetés G dans le logement social, c'est moins de 5% de leur patrimoine. Et ils ont en moyenne des passoires énergétiques F et G autour de 8% de leur patrimoine. Donc, ça représente quand même un pourcentage relativement maîtrisé. C'est moins vrai dans le logement privé où la moyenne est plus élevée. Les étiquettes énergétiques sont plutôt de l'ordre de 17-18% du patrimoine privé en France. Mais quand même, sur le logement privé, qu'on y voit clair, est-ce que c'est donc à la première location, au moment du renouvellement du bail, de la reconduction? Qu'est-ce qui est interdit concrètement quand on a justement un logement énergivore classé G? On replay le match de BFM, tiens. Alors, oui, ça n'est pas pour les baux, c'est pour les baux qui sont renouvelés. Pour les baux en cours, les locataires continuent de vivre dans leur logement, bien sûr, mais il y a quand même une obligation qui va se faire progressivement du fait qu'on ne peut pas, bien sûr. Mais un locataire avec un bail en cours pourrait saisir la commission et le tribunal de proximité pour demander la réalisation des travaux. On peut quand même faire une demande, mais c'est vrai que dans un cas, par exemple dans une copropriété qui est rétive ou qui n'est pas les moyens de mettre en œuvre ces travaux, c'est vrai qu'à ce moment-là, le propriétaire peut à terme, le propriétaire bailleur, lui qui loue son logement, peut à terme effectivement être reproché de ne pas faire les travaux de manière indépendante. Moi, quand je lis le texte, je voudrais vous me confirmiez. Si le locataire demande à faire les travaux, que le propriétaire ne le fait pas, il peut l'obliger par voie judiciaire à faire les travaux, et si ça nécessite le déménagement du locataire du bien en question, c'est le propriétaire doit le reloger et payer la relocation. D'accord. Oui, mais là, on marche un peu sur la... Oui, là, ça commence à être un peu excessif. Ouais. C'est vrai que les dispositifs aujourd'hui, c'est plutôt d'encourager les copropriétés à prendre leur destin en main et à voter des travaux de manière échelonnée. En 2025, par exemple, les plans de travaux sont obligatoires maintenant pour toutes les copropriétés. Les copropriétaires sont obligés de se projeter en disant qu'est-ce qu'on fait. Et en particulier, les propriétaires bailleurs qui louent leur logement doivent aussi entretenir et pas seulement. Est-ce que le projet de loi du député Marchive et Inaki, c'est ça, Inaki, est toujours valable de dire voilà, si le propriétaire ne fait pas tout de suite les travaux mais qui s'engage à les faire, on peut surseoir à la location. L'idée, c'est quand même ça, c'est quand même de s'engager, en tout cas, à le faire et que ce soit intégré finalement dans l'esprit des gens que c'est une obligation ou en tout cas un engagement que d'entretenir son bien. Alors, le maire de Vichy est avec nous, donc on ne peut pas résister. Vichy est-il élève? L'état du parc de logement ici, alors quel est-il? On va voir si on a les mêmes chiffres avec... Alors, monsieur le maire parlait tout à l'heure de la répartition de son patrimoine. Vous avez un peu moins de logements sociaux en moyenne que les autres villes, puisque vous disiez que vous étiez à 17%. Et c'est vrai que le logement social est plutôt mieux noté que le logement privé. Donc, à Vichy, vous avez 22 000 logements, c'est les chiffres que j'ai, et effectivement, vous êtes en moyenne à 23% en logements F et G. Donc vous êtes un peu au-dessus de la moyenne française. Ah oui, quand même. Oui, vous êtes au-dessus de la moyenne française en termes de passoires énergétiques, et vous en parliez tout à l'heure sur votre patrimoine ancien du centre-ville, que vous avez des travaux de rénovation énergétique. D'ailleurs, Fabien Gélin parlait de la dégradation d'une certaine forme d'habitat qui était conçue pour vivre l'été, oui, c'est pour ça. vivre l'hiver. Absolument, absolument. Donc très certainement que l'isolation peut-être n'était pas suffisante et qu'il faut faire de la rénovation énergétique sur votre patrimoine qui est précieux. Ça vous étonne, monsieur le maire ou... Non, on a l'essentiel de notre bâti en centre-ville date d'avant les années 50, avec des normes évidemment qui étaient tout autres, avec des problématiques
qui se posent aussi dans une ville comme les nôtres, qui sont des problématiques où on est une ville patrimoine mondial, avec un patrimoine très protégé, toutes les difficultés d'aller aussi rénover. À chaque fois que vous faites un geste, pour appeler les bâtiments de France. Voilà, alors, ça a c'est une vraie chance d'avoir une ville patrimoniale, mais c'est vrai que ça porte à des contraintes. Donc c'est vrai que ce patrimoine très ancien, etc., ce qui fait qu'on a un virage un peu compliqué là dans le cadre de ces évolutions énergétiques. Donc on encourage, on a une maison de l'habitat aussi, service public extrêmement dynamique pour accompagner les propriétaires vers ces transformations. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ce qui est dispositif ANA, accompagnement, prime rénov', etc., on était, si on se compare aux deux autres bassins qui sont à peu près équivalents sur Moulins et Montluçon, on a eu 2 fois plus d'ailleurs d'investissement sur notre patrimoine ici que dans les autres bassins. Donc on voit qu'il y a une dynamique enclenchée par les propriétaires, mais cette dynamique, elle est plus que nécessaire parce qu'on part de plus loin d'une certaine manière. Mais c'est suivi ici même, en tout cas, vous sentez qu'il y a vraiment une dynamique là-dessus? Oui, c'est suivi parce qu'il y a une volonté de moderniser, mais effectivement l'effort est très important, donc de vous dire que ça va être 3 ans du reste à charge. Parce qu'ici, on ne fait pas de rénovation par l'extérieur sur les bâtiments. Non, très peu. Alors il ne faut pas qu'on généralise non plus, mais effectivement, il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Pour les raisons que vous citiez, bien sûr. Bien sûr. Donc on sent qu'il y a une volonté d'avancer d'un grand nombre de propriétaires, mais le gap est important et les efforts vont être considérables à fournir encore dans les futures années. Laurence Mahoudeau, comme à chaque fois, dans chaque ville-étape, en fait, il y a des exemples de rénovation, à la fois de bâtiments, que ce soit dans le tertiaire ou de maisons individuelles. Alors aujourd'hui, projection d'une rénovation globale de logements sociaux à Vichy. Et c'est du vrai, c'est-à-dire qu'on... Voilà, c'est du concret. Iconique. Donc un exemple, une résidence de 104 logements qui est répartie sur 6 bâtiments et qui est chauffée au gaz collectif, qui est dans un état initial d'une étiquette E, donc passoire énergétique, et qui va passer en étiquette C avec un gain énergétique de 51%. Donc un projet de rénovation globale en résidence collective, c'est en général l'isolation du bâti, des façades, toitures, terrasses, changement des menuiseries. Donc là, c'est le cas du programme qui a été fait avec la mise en place d'une VMC. Donc il y a des travaux pour 4,8 millions TTC et un montant d'aide C2E, puisque je rappelle que le logement social n'est pas éligible au système MaPrimeRénov', ça n'est que pour le privé. Absolument. Donc là, il y a seulement les aides C2E pour cette Comme les propriétaires en bloc. Oui, pour les monopropriétés. La monopropriété, oui, la monopropriété. Un seul propriétaire. Et donc, les aides s'élèvent à 200 000 €, donc ce qui représente 5% du montant des travaux. Bon, c'est quand même c'est important de les avoir. Ça reste quand même modéré, puisque ça n'est pas complété par MaPrimeRénov'. Et c'est pour ça que les bailleurs sociaux aussi ont vraiment étalé ça sur un temps assez long et ont fait ce travail depuis longtemps. Mais est-ce qu'il y a d'autres aides potentielles, notamment régionales, qui permettrait d'aider... Oui, il y a aussi des aides régionales qui existent via le dispositif du FEDER et qui... alors, le FEDER, souvent les aides régionales exigent un niveau d'étiquette finale élevé, c'est-à-dire d'être A, BBC, bâtiment basse consommation. Enfin, souvent, ces aides-là sont assujetties à des niveaux de résultats importants. Et ces aides sont significatives ? Oui, elles peuvent l'être. Enfin, elles peuvent monter un pourcentage important des travaux aussi. Oui. Deuxième exemple, là, c'est la rénovation d'ampleur d'une maison individuelle. Alors là, effectivement, on est dans un cas de rénovation d'ampleur, ce qu'on appelle aujourd'hui la rénovation d'ampleur, qui donne lieu d'ailleurs à un coup de pouce C2E quand on fait un bouquet de travaux. C'est comme la résidence collective, mais pour un logement individuel. Donc, dans le cas de cette maison, il y a eu l'isolation des combles, des planchers bas, la mise en place d'une PAC RO, la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique. Et donc là, on a un montant de C2E qui est de 25 000 € pour des travaux de 27 000 €. Ah oui. Alors, il faut que j'apporte quand même un complément à ce chiffre, car là, on a vraiment une prime C2E qui est très forte par rapport au montant des travaux. Tout à l'heure, on parlait du réajustement des aides. C'est vrai qu'aujourd'hui, un coup de pouce de rénovation d'ampleur à partir de 2025, qui est le nouveau format du coup de pouce, dans une grande maison comme celle-ci, avec un bouquet de travaux comme celui-ci, serait plutôt de l'ordre de 10 000 €. Là, on était dans le format ancien. Ça illustre un peu quand même que les choses sont aussi réajustées, que les gens qui ont des revenus forts doivent
payer aussi. On a été très habitués à des travaux de rénovation énergétique gratuits, entre guillemets, avec les combles à 1 €, les pompes à chaleur à 1 €. Bon, cette époque-là est quand même révolue. Les trucs à 1 €, ça m'a toujours paru un peu... C'était il y a quelques années, c'était le début. Suspect quand même, vraiment, je ne sais pas pour le dire. Mais alors justement, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Il y a des codes couleurs. Oui. Il y a des codes couleurs pour prétendre aux aides. Parce que c'est très équitable finalement. Ça va des foyers modestes, voire très modestes, qui sont, il faut le dire, très bien pris en charge. C'est ça. Quasiment à 90%, parfois sur des situations. Et effectivement, ce qui est très logique, c'est que les revenus plus élevés, ils ont moins d'aide. Et je trouve ça plutôt juste. C'est important. C'est des codes couleurs. C'est ça, c'est le top couleur, depuis les très modestes en bleu jusqu'au rose, les revenus supérieurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les revenus supérieurs seront moins aidés. Et effectivement, il y a des réajustements permanents pour pouvoir poursuivre tous ces programmes de rénovation énergétique tout en étant le plus équitable possible. Alors, les ALEC locaux, vous savez, les agences locales qui donnent un peu d'aide aussi. Vous savez, les agences locales. Les agences, la municipalité, par exemple, est-ce que vous avez mis en place des aides? Alors, pas toutes, d'ailleurs, certaines le font. Est-ce que vous, par exemple, vous, monsieur le maire, vous donnez une petite aide On a des dispositifs ville-agglomération qui sont pilotés, je vous parlais tout à l'heure de la maison de l'habitat, qui sont pilotés et mis en coordination aussi, évidemment, pour que les dispositifs soient complémentaires avec les dispositifs nationaux, les dispositifs de l'ANA. Donc oui, on a des... Et ça se chiffre, on a des chiffres? Je pourrais... Je les ai pas spontanément. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, en tout cas? Alors, en tout cas, on essaie, et ça fait partie de nos politiques prioritaires d'accompagnement. Donc, c'est vrai que c'est des sommes qui sont... Et ça se cumule avec les aides, faut le rappeler. Ça se cumule avec les aides, voilà. Avec évidemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour cumuler sur tous les dispositifs. On a aussi nos propres critères pour avoir un effet levier par rapport à nos problématiques locales. Mais oui, ça fait partie de nos politiques prioritaires. Oui. Dernier conseil, Laurence Mahoudeau? Eh bien, il faut engager des travaux, il faut rénover nos logements. Vous avez absolument raison. Pour baisser notre impact confort d'hiver, carbone et confort d'été, parce que ça aussi, ça commence à devenir très compliqué. Et ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements pour Laurence Mahoudeau, responsable du logement social des marchés publics pour Elio. Restez avec nous pour l'instant, Laurence. Je vous propose que nous rencontrions maintenant Damien Clerc, qui est responsable de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, on va lui poser la question pour Édouard Denis, une filiale du groupe Nexity, sur la construction de logements neufs, qui est un vrai sujet dans notre pays, dont on a réellement besoin, et on n'a pas réellement l'impression d'ailleurs qu'avec ce qui se prépare au niveau budgétaire, à l'heure où on fait l'émission, notamment sur les aides à la pierre. On va en parler d'ailleurs parce qu'on est très heureux d'avoir un maire bâtisseur avec nous. Dans quelques instants, on se retrouve. Merci. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Ça, c'est une chronique que j'aime beaucoup, puisque rien que dans le mot, ça me parle, la vie ensemble. Je sais que ça parle aussi aux maires de France. Vivre ensemble, faire souche, faire communauté. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Damien Clerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes chez Édouard Denis, une filiale du groupe Nexity. Merci de venir sur le plateau. Vous êtes un bâtisseur et vous représentez également, parce que vous êtes la filiale du groupe Nexity, qui est quand même aujourd'hui le leader du marché du logement abordable. Il faut quand même le dire. Originaire du Touquet, le groupe Édouard Denis est spécialisé dans la promotion immobilière depuis plus de 30 ans. Vous me dites si je me trompe. Votre expertise est d'accompagner les villes intermédiaires de taille moyenne qui sont en croissance, notamment démographique. Un accompagnement qui vous permet d'ailleurs une forte proximité auprès des élus et des habitants. Dites-nous, présentez-nous, Jean, en quelques mots, l'action d'Édouard Denis, et ensuite on va vous poser cette question, c'est est-ce qu'on construit ici dans l'agglomération? Avec plaisir. Belle présentation déjà, j'aurais pas dit mieux. Dans le groupe Édouard Denis, en fait, on était un promoteur indépendant qui en effet a 30 ans d'existence. On a un peu construit sur tout le territoire et on a un fait marquant, et c'est pour ça qu'on a le logo derrière nous, mais en 2016, on a le groupe Nexity qui est rentré au capital, qui a pris la totalité du capital sur l'année fin 2022, début 2023, donc ce qui nous a donné, nous, une vraie solidité, une vraie... une rassurance financière auprès de nos partenaires. Et du coup, depuis cette date-là, on a eu un vrai développement sur l'ensemble du territoire grâce à notre actionnaire majoritaire. Alors, pourquoi deux promoteurs, pourquoi deux marques? Très clairement, aujourd'hui, on a des vraies synergies avec Nexity. On travaille ensemble, ça nous permet d'amener des offres complètes aux différents partenaires. Par contre, on a un ADN différent, on a une fonction de travail qui peut être différente et on n'intervient pas forcément sur tout le même territoire. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai plus pour le compte du groupe au sens large. Je pense qu'on est meilleur à deux plutôt que tout seul.
Vous savez qu'il y a un point commun, justement, entre la naissance d'Édouard Denis et un rapport, même s'il est un peu particulier, et la ville de Vichy. C'est que le groupe Partouche s'est construit au Touquet. D'accord. Et le groupe Partouche a la concession du casino de Vichy. Voilà, c'est le petit lien. Ouais, joli lien, tout à fait. Donc c'est voilà dans l'histoire. Et d'ailleurs dans l'histoire, Isidore Partouche, le fondateur de la dynastie, en achetant le karting du Touquet Paris-Plage, pensait qu'il y avait la mer à Paris. Voilà, juste voilà. une petite anecdote. Je voulais le placer, finalement. C'est bien placé. Ah, bravo. Voilà, je voulais le placer. Alors, on va être très clair, Damien. Aujourd'hui, c'est une cata dans la promotion immobilière. En France. Non, vous n'avez pas dit. Alors, attendez. Oui. Alors, attendez. Oui. Attendez. Le marché, vous le connaissez, les chiffres. Le marché a été rétréci quasiment de moitié. Oui, totalement. Il y a des régions sur lesquelles on atteint plus de 50% de baisse de construction. C'est pas la faute des promoteurs, c'est effectivement la conjugaison de phénomènes exogènes qui ont été très durs pour la profession immobilière. Et on a besoin, parce que c'est ça le paradoxe, et que je voudrais mettre en relief avec un élu local, c'est qu'on a besoin de construire du logement. Bien sûr. Parce que la compression et le report sur le marché ancien augmentent mécaniquement les prix et excluent de facto les Français du logement. Et ça, c'est vraiment une responsabilité de l'exécutif notamment. Alors, moi, je voudrais vous poser la question. C'est quelle est la dynamique du marché à Vichy, très franchement? Comment vous travaillez? Quel est le marché que vous imaginez? Et question, c'est est-ce que finalement, quand vous faites votre projet, on vous donne facilement les autorisations d'urbanisme, de permis? Clairement, comment ça se passe? Vous pouvez répondre. Voilà. Le maire est là. Non, alors déjà, on va expliquer comment on est arrivé, nous, sur le développement sur Vichy. Ce qu'il faut quand même se dire, alors, nous, on a une implantation historique à Lyon-Annecy depuis de nombreuses années. On a eu un gros développement sur Clermont, et monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Et en fait, on a mis une agence à Clermont en 2022. C'est ça qui nous a permis d'arriver sur le territoire de Vichy, puisque vous l'avez dit à juste titre. Aujourd'hui, il nous faut une proximité du terrain, il nous faut une proximité avec les élus. Et pareil, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, nous on aime beaucoup travailler avec les collectivités, on va dire, satellites des grosses métropoles. On aime ces petites villes, on aime ces villes de taille intermédiaire parce que on arrive à avoir une vraie proximité avec les élus. On a un vrai discours, il est franc, il est cash. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'aujourd'hui, dans un marché qui est excessivement dur, il faut qu'il y ait un dialogue qui soit très clair. Typiquement, nous, quand on vient développer un foncier, parfois, on n'a pas forcément toute l'histoire. Et quand on vient présenter un terrain à l'élu local, qui est accessible, parfois, il peut nous dire, écoutez, pas ce terrain pour des bonnes raisons. Et à ce moment-là, on tourne les talons et on va très vite ailleurs. Les grosses métropoles, ce discours-là et ce discours franc, il est beaucoup plus difficile. Très juste. Donc ça, c'est important, c'est de travailler en proximité avec les élus, ça c'est le premier point. Et après, Vichy, on n'est pas venu non plus par hasard. Ce qu'on a regardé, c'est déjà la démographie. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Ça y est, on est dans une démographie qui est positive, donc ça veut dire qu'il y a plus de monde qui viennent. Il faut loger ces personnes-là. On est quand même sur la deuxième ville d'Auvergne, deuxième agglo d'Auvergne, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de loger sur ce périmètre-là. Et ensuite, on a regardé, je dirais, les volontés locales. Quand vous prenez le PLH, le plan local de l'habitat, quand vous prenez en effet la feuille de route Agir 2035, monsieur le maire en a parlé encore aussi tout à l'heure, nous on s'est arrêté sur des piliers forts. Et nous, ce qu'on a pu lire et voir, c'est en effet c'est accroître l'attractivité locale. Donc ça, à partir du moment où on veut être attractif, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses, parce que ça ne se fait pas tout seul et ça ne se fait pas croiser les doigts. Deuxième chose, on a vu en effet la volonté de redynamiser les centres-bourgs, de ramener les gens guillemets dans le centre-ville. On connaît tous aujourd'hui les problématiques environnementales et on sait que l'étalement urbain, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc aujourd'hui, c'est une vraie volonté et c'est quelque chose d'important. Et une troisième et dernière chose, on a vu aussi comme pilier fort une diversification dans le logement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs offres de logement. Il peut y avoir du logement étudiant, du logement senior, du logement social, du logement abordable. On en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure. Et nous, en étant bâtisseurs, constructeurs, c'est notre savoir-faire et c'est à nous d'amener notre service à la ville locale. Donc c'est clairement, il faut qu'on vienne aider pour faire ces actions-là et permettre une bonne démographie. Alors, mettons les pieds dans le plat. Justement, je voudrais qu'on soit très pragmatique. Justement, et je demanderai, si vous voulez bien, monsieur le maire, de réagir à cela. Je vous ai demandé, Damien Clerc, de me donner le prix moyen du mètre carré neuf quand on construit à Vichy. Il y a combien? Aujourd'hui, le prix moyen, alors je rebondis un tout petit peu aussi sur le prix de l'ancien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on donne des prix moyens, y compris dans le neuf. Mais comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire aussi, ça dépend des secteurs, ça dépend des quartiers, ça dépend de tout un tas de choses. Oui, grosso modo, aujourd'hui, c'est pour donner des tendances. Et 4 500 euros le mètre carré, c'est le prix moyen du neuf aujourd'hui sur Vichy. Dans le neuf, 4 400 euros. 4 400 euros du mètre carré. Si j'investis dans le neuf, quel est le maximum de rentabilité au mètre carré que je peux obtenir en location, si je décide de mettre en location?
en moyenne. Si vous approchez des 4%, c'est très bien. Dans le neuf. Ouais, ça fait à peu près, on est à combien? À peu près 15 € du mètre carré. 15 € du mètre carré. Par contre, ce qui est important de se dire, c'est correct. Non, mais c'est bah, très correct. Oui, c'est très correct. Après, par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous êtes dans le neuf, vous êtes donc, on a parlé de l'énergie avant, donc vous êtes dans un bâtiment qui est quand même neuf, qui respecte les nouvelles règles. Oui, alors là, vous avez une étiquette, vous avez moins de charges, moins de chauffage, le locataire, tout ça. Bien sûr. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et regarder. Est-ce que Vichy continue à produire du logement, selon vous? Pour nous, oui. Maintenant, il faut bien le faire, il faut le mesurer, il faut le faire de manière, de manière équilibrée. Et il faut, comme l'a dit pareil tout à l'heure Monsieur le maire, il ne faut pas lancer tout d'un coup. Il faut le faire de manière mesurée. Et en même temps, je vous pose une question, c'est la question piège, parce que imaginez, bah non, pas du tout. Ici, on ne construit rien. Donc, voilà. Non, mais justement, Monsieur le maire, vous êtes consciente là, que c'est important qu'il y ait une conjugaison entre la production de logements neufs, alors neuf ou opéré, résidence senior, résidence étudiante, en mode habité, avec un marché dont la vitalité dans l'ancien, effectivement, est aussi à travailler. C'est vital, et on parlait tout à l'heure sur l'ancien, des difficultés sur la rénovation, un patrimoine qui n'est pas vraiment aux normes énergétiques. C'est aussi quand on regarde un peu l'histoire de notre patrimoine, parce qu'il y a un moment, la ville, pour plein de raisons, s'est arrêtée de construire. Donc il n'y a pas eu de régénération aussi de notre tissu urbain. Donc il faut toujours construire. Il faut, alors évidemment, il y a les aspects, je ne vais pas y revenir sur les aspects architecturaux d'une ville patrimoniale, mais pour autant, il faut que la ville se reconstruise sur elle-même en permanence, parce que sinon, il y a un moment, on n'y arrive pas. Donc il faut produire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des défiances de riverains? On le voit avec Sylvain, souvent sur l'acte de construire, beaucoup d'habitants ne veulent pas ou disent non. Bien sûr, parce qu'on est non seulement sur l'acte de construire, et en plus on est aussi dans de la densification. Donc, et puis en plus, c'est un peu l'ADN de Vichy d'avoir des bâtiments un peu hauts. Donc c'est vrai que quand vous achetez une parcelle et que sur cette parcelle-là, tout d'un coup, il y a un immeuble avec 3 niveaux de plus qui se construit, les voisins ne sont pas toujours ravis. Donc bien sûr qu'il y a une forme de défiance. Pour autant, tout le monde a bien conscience qu'il faut cette densification. Donc cette défiance, elle est quand même assez mesurée sur la ville. Je vous ai posé la question, Damien, justement, en présence d'ailleurs de Monsieur le maire, sur des opérations un peu iconiques ou archétypiques. Vous m'avez parlé de 2 opérations, pouvez-vous nous en parler? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on réalise une opération rue Fleury, qui en fait est une résidence étudiante. On parlait de programmation variée, donc c'est une résidence étudiante privée, qui fait 104 logements et qui est située en face du centre de formation masso-kinésithérapie. C'est pareil, on a quand même une dynamique au niveau de l'étudiant, il y a quand même une croissance aussi au niveau des étudiants. Il y a un besoin, il y a un vrai besoin. On se doit de les loger au niveau du logement étudiant. Et de leur donner des bons logements. Et du coup, quand on réalise une résidence étudiante, notamment privée, ce qu'il faut qu'on fasse, et ce qui est important, c'est que dès le début, on est allé chercher un gestionnaire pour gérer cette résidence, pour amener du service, entre guillemets, à l'étudiant. Donc là-dessus, on est allé chercher le partenaire Uxco, qui est une renommée nationale, qui a, je crois, plus de 70 résidences en France, et qui va amener de la bonne gestion de la résidence et bien s'occuper, entre guillemets, des différents locataires et amener les services aux différents étudiants. C'est une opération qu'on... Vous êtes très sensible également, et Monsieur le maire, je pense aussi, au mode constructif. Tout à fait. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je paraphrasais en disant vous n'êtes pas un maire bétonneur, vous êtes un maire bâtisseur. Alors attention, on démystifie le béton. Il y a 250 formules de béton bas carbone. Donc dire que le béton, c'est délétère, c'est un raccourci un peu facile. Est-ce que vous pouvez parler justement de cette ingénierie, puisque vous, chez Nexity, mais en particulier chez Édouard Denis, vous êtes très branché sur l'innovation et sur les nouveaux modes constructifs? Oui, alors je dirais évidemment on est intéressé, évidemment on y est sensible. Après, c'est quand même aujourd'hui, tout le monde est quand même concerné par ce sujet-là, y compris les entreprises. Donc on est quand même dans une facilitation pour mettre ces éléments en place. Là, Vichy, pour le coup, cette résidence étudiante, c'est presque le mauvais exemple parce qu'en fait, on a fait plutôt ce qu'on appelle de la régénération urbaine. En fait, on a gardé tout le squelette existant du bâtiment avant et en fait, on l'a réhabilité pour mettre des logements neufs. Mais je profite de la question. Vous lui avez redonné vie également. Exactement, voilà. Tout à fait. Réinventé. Voilà, vous n'avez pas déconstruit, vous avez régénéré. Exactement. Ce qui fait qu'on a une empreinte carbone qui est excessivement basse et c'est excessivement intéressant pour tout le monde, et y compris notamment, on parlait des riverains. Quand vous réhabilitez du gros œuvre, vous avez nettement moins de flux aussi en termes de travaux. Donc c'est nettement plus. Puis le volume reste aussi, donc les gens ont déjà le volume en tête. Donc ça aide aussi vis-à-vis des riverains. Y a-t-il une charte locale sur la construction ici à Vichy? On le voit dans beaucoup de villes de France, ici. On est bien sûr. Enfin, on a
documents d'urbanisme assez serrés du fait d'être ville patrimoniale. On est en périmètre SPR, donc tout cela, effectivement. Et pas depuis le Covid, de charte locale sur la construction. Pas spécialement sur les modes constructifs, non. Sur la qualité de la construction, oui. Oui, Olivier Marin adore les chartes. Non, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est ce qu'on voit en tout cas dans les villes de France. Je vous taquine, Olivier. On a aussi un autre projet. Vous avez d'autres projets en cours? Tout à fait. On a un projet en cours de commercialisation qui est rue Donnière, qu'on appelle nous Vichy FA, et c'est une opération qui, pour le coup, est, je trouve, c'est notre devoir de promoteur. On a la chance sur ce secteur-là d'être éligible, ce qu'on appelle à la TVA 5,5. Donc, au lieu des 20% qu'on connaît tous. Pour la primo-accession. En fait, pour la primo-accession, c'est-à-dire que les gens qui achètent, alors attention, c'est pour habiter, ils ne peuvent pas acheter pour louer. C'est important, Damien, ce que vous dites. Voilà, c'est pour les primo-accédants. Forcément. Okay. Donc, ils achètent pour habiter, donc on amène de la résidence principale, donc ça, c'est quand même relativement important. Et ils bénéficient en effet alors il faut respecter des conditions de ressources et autres, mais ils peuvent bénéficier d'un prix de vente TVA 5,5, ce qui veut dire, on parlait tout à l'heure des 4 400 et 4 500 euros du mètre carré. Sur cette opération, on doit pouvoir se positionner aux alentours des 3 500 euros du mètre carré pour un logement neuf. Et hyper intéressant. Exactement, tout à fait. Combien de lots? 39. C'est déjà en vente ou? Alors, on a démarré la commercialisation et aujourd'hui, il faut, je dirais, c'est un peu long à la détente, mais parce qu'il y a toute une pédagogie autour de la clientèle pour expliquer comment ça se passe. Alors, on lance un appel et surtout, le vrai appel qui pourrait être une complémentarité de l'offre, c'est d'avoir le PTZ. Si on a le PTZ plus la TVA 5,5, c'est une vraie... doit être étendu à l'ensemble du territoire, sur le neuf et sur l'ancien. C'est ce qu'on espère, hein, et pour la maison. C'est ce qu'on espère, Olivier. Et puis, je voulais vous féliciter, vous avez remporté un appel à projet. C'est vrai. Avec la mairie de Vichy. Merci. Et l'île au Grammont. Exactement. Bravo. Merci beaucoup. Très bel truc. Parce que mais vous avez été compétiteur, hein. C'est-à-dire que vous étiez pas seul. Hein. Oui, non. Vous avez été qualifié. Parlez-nous-en. C'est une opération. Alors, le cahier des charges, entre guillemets, était relativement défini et relativement précis de la part de la ville. Donc, c'est une opération où, là, pour le coup, c'est encore une fois une offre complémentaire par rapport à ce qu'on réalise déjà. Cette fois, on va faire 39 logements, mais locatifs. Donc avec un bailleur, donc là pour le coup ça sera des logements uniquement dédiés à la location. Et par contre, ce qu'on a pu faire sur cette opération, donc les 2 immeubles qui offrent 39 logements sont des immeubles neufs. Et par contre, on avait un bâti, une maison qui avait du caractère, qui avait sa qualité architecturale sur site. On va conserver ce bâtiment-là et on va faire 4 logements réhabilitation à l'intérieur. Et ceci, pour le coup, on va essayer de les... Ça a démarré encore? Ça n'a pas démarré. On a été lauréat du concours ce printemps, donc non, on est encore dans les études. Merci beaucoup, Damien Clerc. Merci. Applaudissements pour Damien Clerc, s'il vous plaît. Bravo, parce que ça a été d'une clarté limpide. On aime beaucoup avoir cette restitution. Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes chez Édouard Denis. Vous restez avec nous sur le plateau. Et ben voilà, vous avez toutes les bonnes choses ont une fin. Il va falloir que l'on se quitte. Et on a l'habitude avec Olivier Marin, justement, de vous donner la parole, vous, monsieur le maire, pour débriefer un petit peu, ça se dit maintenant, c'est très à la mode, justement, sur le ressenti de notre passage. Qu'en avez-vous tiré et finalement, comment voyez-vous peut-être d'une façon peut-être plus positive quand on voit aujourd'hui l'état anxiogène, hein, le moral des Français qui est quand même très en baisse aujourd'hui, mais on le sait, c'est comment de la place de l'élu local que vous êtes, bien évidemment, vous envisagez les choses. Et puis je ne peux pas résister à cette question. 2026 va arriver, l'entrée en campagne aussi. Alors je ne sais pas si vous allez me répondre ou pas, mais voilà, vous représenterez vous Frédéric Aguilar. Vu le contexte national, on va peut-être déclarer notre indépendance et je ne sais pas s'il y aura encore des élections, donc je vais voir. Je ne vais rien vous annoncer aujourd'hui. Non, plus sérieusement, merci en tout cas pour votre présence. C'est important aussi pour des villes comme les nôtres, qui ne sont pas toujours dans les radars médiatiques, effectivement, de pouvoir effectivement s'exprimer, montrer qu'il y a des opérateurs et qu'il y a une dynamique sur le territoire, sur tous ces sujets de l'immobilier. Donc merci pour votre présence. Et puis effectivement, une ville qui mise sur l'attractivité, c'est aussi une ville qui a envie qu'on parle d'elle. Il faut promouvoir l'attractivité, ça ne fait pas que se décréter, hein, ça se travaille. Donc des opérations et puis et avec tous les opérateurs qui travaillent à nos côtés sur toutes ces thématiques-là, on fait le pari effectivement que demain, et l'avenir est aux villes moyennes, l'avenir est aux villes qui
mise sur la qualité de vie, sur la quiétude, sur un environnement apaisé. Donc, venez vivre à Vichy, voilà, ça sera mon mot de conclusion. On peut le dire, venez vivre à Vichy, venez investir à Vichy. Venez investir. Installez vos entreprises, il y a des parcs d'activités qui sont extrêmement... On est à une encablure de toutes les grandes aménités. Vous avez fait un travail qui est absolument remarquable. En tout cas, au nom de la rédaction de Radio Imo, bien évidemment, on en vous remercie. Avec Olivier Marin, un mot. On a été très heureux. Vraiment, on recommande en tout cas cette ville. On recommande l'agglomération. Merci à tous les intervenants qui sont venus sur le plateau. Merci, monsieur le maire. Et le mois prochain, nous serons à Bordeaux. Absolument, nous sommes à Bordeaux. Pierre Urmic. Alors, Pierre Urmic, qui nous avait reçus d'ailleurs, il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est intéressant parce que vous savez, toujours, quand on va dans des villes qui sont réputées dites écologiques, eh bien, il faut quand même être honnête. On se rend compte avec Olivier qu'il y a beaucoup plus de pragmatisme qui règne dès lors que l'élu est en contact avec le terrain. Ouais. Et je trouve, si on devait formuler un vœu à l'aube peut-être d'une alternance politique qu'on espère en 2025, il faut au moins l'espérer, et donc on espère que le mandat d'Emmanuel Macron prendra fin très très vite. Mais voilà, je le dis, puis après tout, je suis journaliste, je peux encore dire les choses, parce que ça y est, la liberté, c'est important. C'est de dire finalement que les Français aujourd'hui ont beaucoup de talent, ont beaucoup de richesses, et qu'il faut qu'on arrête finalement de faire du bashing. Et je crois que on a beaucoup tapé sur les maires de France avec les problématiques de délinquance, les problématiques d'embouteillage, d'énergie, de demande de logement. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est noble et bon d'être un élu local, parce que quand j'ai vu les statistiques du nombre de maires qui ont jeté l'éponge en cours de mandat, j'étais sidéré. Et donc, il faut aussi peut-être, de votre point de vue, rétablir la fonction de maire. Vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr, forcément. D'accord, évidemment, forcément. Parce que vous avez cette impression parfois vis-à-vis de l'État d'être un peu déconsidéré? Alors, je ne sais pas s'il y a une déconsidération, en tout cas une volonté de déconsidérer, mais la machine globalement administrative un peu désincarnée, effectivement, a tendance à considérer le maire un peu comme un pion du dispositif d'ensemble et pas laisser assez le maire comme étant au cœur de son territoire et un promoteur de son territoire au sens noble du terme. Merci beaucoup. Applaudissements pour Frédéric Aguillard, s'il vous plaît. Maire de Vichy. Un grand merci également à l'équipe municipale qui nous accueille avec beaucoup de générosité. Merci aux équipes du Figaro Immobilier, merci Olivier Marin. Vous avez fait un super boulot. Merci à Théo, merci à Grégoire Darico, à Alexandre Burkhardt qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver bien évidemment à Bordeaux, ensuite nous serons à Cannes, nous irons à Biarritz. Bref, nous continuons à être les saltimbanques de la ville à la rencontre des élus locaux qui bâtissent notre pays, qui bâtissent les territoires. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.